RTI2, bienvenue, nous sommes lundi 3 février 2014, première semaine du deuxième mois de l'année et cette première semaine sera choisie pour faire un récapitulatif du mois de janvier 2014. Nous avons parlé notamment de la parité ou l'égalité homme-femme en Afrique. Est-ce que le continent était prêt à assurer cette nouvelle réalité? Le second point va concerner la préservation du patrimoine culturel africain. Et en dernier point, on va revenir sur le trafic illicite des œuvres d'art d'Afrique. Bienvenue. Voilà, cette émission est réalisée et mise en onde par Fatou Koulibaly. Elle est avec une grande équipe de télévision qui vous salue toutes aussi. Voilà, ça commence très bien. Nous sommes avec nos chroniqueurs et invités et on va commencer par la dame du plateau. Elle est appréciée de la Côte d'Ivoire parce qu'elle est artiste et aussi elle est dans le social et l'humanitaire. Elle fait à intervalles réguliers des dons aux démunis. J'ai nommé Doti Z. Doti, bienvenue si on garde le contact. Bonjour. Voilà, une habituée des plateaux de la RTI, aussi une habituée. Toujours avec un réel plaisir. Voilà, et Âme de Cœur, c'est l'ONG que vous dirigez, des opérations pour venir en aide aux démunis. Voilà. Et l'année 2014 commence bien à votre niveau déjà. Bien sûr, c'est un programme bien élucidé. Nous suivons le rythme. Ok, d'accord. En tout cas, avec vous, on aura l'occasion de reparcourir ce qui a été dit sur ce plateau au mois de janvier 2014, puisque nous sommes la première semaine du mois de février. Les points vous intéressent parce qu'il faut aller dans le sens du développement de l'Afrique et aussi faire en sorte que les inégalités disparaissent. Et ça, c'est un combat qui est cher à Doti Z, c'est voilà. ça? Bien sûr. Bienvenue alors, Doti. Ismaël Diop est en face de vous, il est chroniqueur sur cette émission, il est le promoteur du Festival des 18 montagnes, un festival qui s'annonce très bien. Et le mois de février est un mois qui sonne en écho dans votre tête. Déjà, Fatou va nous envoyer quelques illustrations. Vous allez nous, voilà, février, bienvenue au mois de février. Alors, quelle opinion vous faites de ce mois-là, à part la Saint-Valentin, bien entendu? Pour moi, février, c'est le gros stress. En même temps, c'est la joie de pouvoir mettre en œuvre un rêve et pouvoir apporter quelque chose à une région où j'ai grandi, où je suis né, qui m'a donné beaucoup, en fait, de sa beauté, de son harmonie. Et c'est la région des 18 montagnes et c'est Mans, voilà. Alors, février, c'est le seul mois qui ne fait pas 30 jours. C'est un mois, lorsqu'on veut être un combattant pour l'égalité des choses, c'est le mois le plus frustré de l'année. Hein? Oui, bon, peut-être que c'est une coïncidence pour moi, mais je crois que je vais commencer à faire la connexion. Et je pense que c'est moins favorable par rapport, moi je parle par rapport à notre événement, parce que c'est un peu vers l'hiver en Europe, donc les touristes se mettent au soleil. Du coup, c'est une opportunité pour nous pour redynamiser le tourisme dans les 18 montagnes. D'accord. On a évoqué ici la difficulté que les salariés attribuent au mois de janvier, une difficulté qui a été réfutée par Seydina Chérif Ahmed. Le mois de février sonne comme un mois d'espoir. On dit enfin, le mois le plus difficile est fini, on va vers les mois les plus faciles. Vous maintenez votre opinion par rapport à cette classification des mois de l'année? Bien, excusez-moi, je suis dans la même position. Hein. Je pense que on doit même lutter pour sortir dans cette affaire de salaire et autres. Il faut que les uns et les autres commencent à travailler pour eux-mêmes. Il faut que le jeune africain soit un jeune libéral qui entreprend et puis bon, qui est son propre maître, quoi. Voilà, donc je pense qu'à partir de ce moment-là, on va quitter dans les problèmes de salaire et autres. Et puis il faut que les Africains aussi, les fêtes qui sont passées, surtout les fêtes de Noël et autres, et toutes les autres fêtes, il faut que les Africains apprennent à pouvoir
tirer profit de ces fêtes-là. Parce que généralement, tout ce qu'on a besoin pour fêter vient d'ailleurs et on dépense plus et puis on ne gagne rien. Ah, Fatou, allez très tôt. Saint-Valentin, c'est le mois de la Saint-Valentin. On ne vous posera pas cette question à Seydina. On va poser la question à Dotided. C'est le mois par excellence de l'amour, le mois de février. C'est le mois de l'amour, mais est-ce que l'amour existe en fait? Une autre question. Voilà. Moi, personnellement, c'est un mois qui ne me dit rien du tout. Oula. Voilà, mais j'encourage ceux qui sont attachés, qui sont attachants. Voilà, mais en tout cas, de nos jours, est-ce que l'amour existe? Sur le plan charnel, par exemple. Ça doit vous dire des Ça, choses. je crois que c'est un thème que vous devrez, Mohamed, prendre comme Donc, émission. Je note, le thème sera Voilà. alors... Est-ce que l'amour est-ce existe? que l'amour En tout cas, existe? voilà. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a que des singeurs. Voilà, des SMSeurs et des rappelle-moi, je suis en réunion. Bon, pour moi, l'amour mitigé. D'accord. Bienvenue au mois de février. C'est le mois le plus court de l'année. Et je pense que le mois de janvier est derrière nous. On a entamé l'année 2014. En tout cas, bonne chance à tous et à toutes. Le mois ne fait que commencer. Les chances sont intactes et l'on souhaite le meilleur à tous et à toutes pour ce nouveau mois. Patrick Ndiakan sera avec nous tout de suite, mais avant cela, les brèves. Patrick, bonjour. Bonjour Mohamed, bonjour aux téléspectateurs, bonjour aux internautes Voilà, de notre émission. Vous êtes avec nous aujourd'hui. Vous avez deux nouvelles pour nous, une mauvaise et une bonne nouvelle. Là, Oui. on commencera par la mauvaise d'abord. Il s'agit de la disparition d'un cerveau, d'un penseur, d'un philosophe africain de nationalité ivoirienne du nom de Boabré. Du nom de Frédéric Brully-Boisbré. Alors moi-même, je vais parler aisément de ce monsieur parce que nous sommes sur un plateau africain. Vous êtes africain, Seydina et Ismaël sont des africanistes. Et lui était très africain, ce dernier. C'est un Ivoirien, malheureusement, qui nous a quittés le 28 janvier. Il est né un 11 mars 1923 à Zépériguier, à cet Dalois. Il faut dire que Frédéric Brully-Boisbré est un grand artiste peintre, un grand BT, quelque chose qui n'a jamais été entendu auparavant, Mohamed. D'accord. Et alors, il a disparu la semaine dernière à l'âge de 90 ans. C'est ce qu'on lit sur les documents. Oui. Et je pense que hommage lui a été rendu par l'ensemble de la presse et aussi par la RTI, notamment RTI 1 qui lui a consacré un documentaire entier. Quel autre détail concernant le disparu, Boisbré? Voilà, un détail très intéressant, Mohamed, concernant la mission qui s'est assignée tout au long de son vivant. Tout a commencé d'abord après la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il a vécu la Seconde Guerre mondiale en tant que marin. Juste après, ce dernier a reçu par vision, par révélation divine, c'était le jour de son anniversaire, le 11 mars 1948, qu'il a reçu d'une vision divine qui devait créer une écriture spécifiquement africaine. Et c'est de là qu'il a créé, avec 448 signes qui désignent à chacune une syllabe, l'écriture BT. Alors je vous explique comment ça se passe. Il a ainsi reproduit l'ensemble des syllabes sur des petites cartes en carton pour la création de son syllabaire. Il s'est inspiré de figures géométriques découvertes sur des pierres d'un village du pays BT. Utilisant cette écriture, il a retranscrit des contes, des textes de la tradition BT et des poèmes. Et cela lui a valu la reconnaissance mondiale parce que déjà en 1958, Théodore Monod, qui est un explorateur français, a commencé déjà à parler de ce dernier, a commencé à publier ses premières œuvres. Et c'est en 1989, véritablement, qu'il a été exposé pour la première fois lors de l'exposition Magicien de la Terre. Et enfin, en 2006, le même Code de Genève lui a consacré une exposition intitulée Connaissance du monde. Une vie bien pleine. Et salut à l'artiste, l'on compatit en tout cas la douleur de la grande famille de créateurs africains et surtout tous ceux qui veulent que l'Afrique aille de l'avant. Un mot de part et d'autre, Seydina, on perd un cerveau mais qui n'a pas, on ne lui a pas donné l'éclat nécessaire, ça c'est clair. Bien sûr, j'ai un ami français qui voulait un jour me prendre en attrape d'ego, qui se disait qu'il voyait bien que je parlais de l'Afrique et autres, et qui m'a posé une question, est-ce que je connaissais ce monsieur Boisbré. Boisbré. Et je lui ai dit que oui, je le connaissais. Il dit, ok, si tu le connais, c'est que tu es vraiment un homme de culture, tu es vraiment un promoteur culturel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monsieur, il sait qu'en Côte d'Ivoire, le monsieur est méconnu. Et ce qui est triste.
Parce que c'est ce que nous disons tous sur ce plateau. Nos valeurs ne sont pas reconnues par nos États. Nos valeurs ne sont pas reconnues par nos systèmes scolaires ni universitaires. Nos valeurs sont reconnues ailleurs. Et les gens, ça dit qu'on a des valeurs ailleurs quand ils viennent dans le pays. C'est triste, à peine même si on leur dit bonjour. Même ceux qui sont ici. J'ai déploré le fait que la police a tabassé, une fois, M. Pokou Laurent, qui sont des icônes, qui sont des valeurs. C'est ce qu'on doit, ça veut dire que doit se débarrasser de ce genre de comportement. On a des valeurs, on a des gens qui sont faits pour nos programmes scolaires, des gens qu'on peut étudier par rapport à Pythagore, par rapport à Victor Hugo, hein, qui peuvent apporter beaucoup à notre existence. Est-ce que vous comprenez? Mais si on ne met pas ces gens sans valeur, je vous dis qu'on ne pourra pas se développer. Voilà. Le développement ne peut pas se faire sans les théories. Et les théories, voilà, c'est des gens qui nous donnent des théories propres à nos réalités et à nous. Surtout l'alphabet BT qui a été justement créé, qui a été inspiré même par l'alphabet égyptien, parce que c'est des signes. Hein, c'est des signes. Donc ça veut dire que c'est la première même écriture de monsieur, il est revenu avec la première écriture du monde qui est l'écriture égyptienne, qui est l'écriture kamite africain. Voilà. Doti. Moi, je suis très étonnée. L'émission parle de culture. Hein? Et puis vous dites l'alphabet BT. Moi, je suis BT, je ne savais même pas qu'il existait. Il a fallu que ce monsieur soit mort pour que je sache qu'il y a eu l'alphabet BT. C'est quand même dommage. C'est vrai ce qu'il disait tantôt. Ici, on encourage l'inutile. Excusez-moi. Le mot est peut-être un peu trop fort, mais il y a des gens qui travaillent. Il y a des gens qui sont... Hein, par exemple, entre guillemets, nous, artistes, quand nous allons à l'étranger, nous sommes reçus sur tapis rouge. Mais quand nous sommes chez nous ici, à la limite, même si on se rappelle même de nous, on nous appelle des has-been. Moi, j'ai entendu ce nom en Côte d'Ivoire ici. Hein? Donc, pour ce monsieur, j'ai suivi le documentaire et j'étais étonnée même. Je dis, mais en Côte d'Ivoire, on a ce genre de choses-là. Hein? Donc, je pense qu'on doit revoir notre manière de faire, notre mentalité. Hein? Je pense qu'on va rentrer dans le vif du sujet tout à l'heure. Si plaît à dire. Merci beaucoup. Alors Diop, pour terminer ce tour de table concernant le philosophe ivoirien Boisbré. Une fois encore, on réussit à prouver que l'Afrique n'est pas une culture orale, parce que c'est ce qu'on veut nous faire croire. Il y a plusieurs autres écritures qui sont nées et on se rappelle dans son documentaire, il y a les pierres encore dans le monde BT où il y avait ces écritures-là qui existaient. Donc je pense qu'on doit regrouper notre patrimoine, le dévoiler au monde et le mettre dans le système scolaire, comme Seydina le dit, pour que les jeunes Africains aient confiance en eux. Parce que ça a toujours été prêché comme on est un peuple sans histoire, un peuple qui n'a jamais laissé de traces, ce qui n'est pas vrai. Et ce imminent monsieur a prouvé le contraire. Et je pense qu'on doit promouvoir ce genre de boulot, je pense. En tout cas, vous avez pris votre bâton de pèlerin d'OTZ. Hein. Ce n'est pas une quête de reconnaissance forcément, mais il s'agit d'activités qui visent à prouver aux uns aux autres que vous pouvez, de par vous-même, arriver à créer une certaine forme, je veux dire, d'activité qui fait en sorte que vous existez. Non, qui participe à aider la nation. Effectivement. Moi, je n'ai pas besoin de reconnaissance. D'accord. Moi, j'ai vécu là-dedans. Voilà, j'ai vécu là-dedans. J'ai eu faim dans ma vie. Donc, je me suis dit que bon, la faim existe en Côte d'Ivoire, il faut faire quelque chose. Les quelques images qui arrivent maintenant vont prouver, en tout cas, qu'il s'agit de vérité, ce que vous dites. Là, votre opération se nomme Âme de cœur. Voilà, 500 Mhm. repas gratuits. Opération 500 repas gratuits, c'est très petit. 500, vous savez, il y a 500 enfants qu'on choisit comme ça qui viennent manger. Et les autres, c'est pour vous dire. C'est pas petit quand même. Moi, à côté de ceux qui mangeaient, il y en avait 1000 dehors qui avaient envie de manger. Et puis ceux qui les accompagnaient, une anecdote pour samedi dernier, on avait demandé au moment d'attendre, de surveiller leurs enfants. Et un coup après, on les appelle pour venir manger. Alors, elles sont venues manger. Alors, il y a une qui s'est plainte, mais vous êtes là pour surveiller vos enfants. Et puis vous les lâchez pour aller manger. Elle a dit, mais nous on est là depuis le matin, on a fait aussi. On a fait. Voilà, on marque une pause, on voit quelques images.
Le charmant maire, M. Danpollet, sans publicité. Parce que moi, je travaille avec les maires qui ne jouent pas aux stars. Parce que c'est ça aussi le problème. Donc, nos maires ici sont des maires qui souvent sont plus que les présidents de la République. Alors, pour avoir un rendez-vous, c'est trop difficile. Donc, moi, je travaille avec les maires qui m'ouvrent leurs portes pour essayer de collaborer avec eux. Donc, nous sommes partis 3 fois à Tchékoubé. Parce que M. Danpollet est un clairvoyant. Il sait que c'est un projet social très important. Donc, il nous a ouvert ses portes, nous a mis les moyens à dispo. Et quand je dis moyens, c'est-à-dire, c'est la logistique. Moi, je demande au maire de m'apporter la logistique, à savoir le lieu. L'objectif, en fait, c'est de créer arriver à créer des centres de loisirs comme en France. Tous les mercredis, les enfants se retrouvent dans un coin de n'importe quel... tu peux être riche, tu peux être pauvre, mais le mercredi, tu vas au centre de loisirs. Et dans ce centre de loisirs, il y a le petit déjeuner, il y a des jeux, toutes les nouvelles technologies que nous avons aujourd'hui. Un enfant pauvre peut s'adonner à des jeux qu'il n'a jamais chez lui. Et puis, après, il y a des études suivies scolaires, des jeux, la nourriture avec. Et puis, voilà. Même des séances de consultation. Oui, en fait, moi, au départ, je travaille avec des partenaires. Si j'écris des courriers, et là, je ne dirais pas le nom, il y a une société qui a bien voulu m'aider pour donner des soins ophtalmologiques aux enfants. Et figurez-vous que nous avons eu vraiment des enfants qui souffraient de la vue, qui en avaient vraiment besoin. Donc, après ça, on prend ces enfants-là et on voit s'il faut donner des lunettes, etc. C'est un grand projet que d'OTZ ne peut pas faire. Donc, moi, j'ouvre la perche, comme l'a fait Coluche là-bas. Et puis, bon, j'en attends des retours. En tout cas, bravo, félicitations. Vous allez toujours trouver des échos favorables ici, à côté plateau culturel. On garde le contact. En tout cas, on vous salue et on vous maintient. Vous restez avec nous pour la suite de l'émission. Merci. Parce que les sujets qui seront abordés tout de suite sont vraiment dans votre élan. Et nous savons que vous pouvez apporter beaucoup, en tout cas, à ce plateau aujourd'hui. La seconde nouvelle que Patrick a pour nous, c'est le forum Investir en Côte d'Ivoire. Le forum sera donné de façon chiffrée tout de suite, Patrick. Oui, c'est exact, de façon chiffrée. Il faut déjà dire qu'il y a 443 milliards d'intentions d'investissement en Côte d'Ivoire. C'est une bonne nouvelle pour notre pays. Ensuite, il faut retenir qu'il y a eu 3733 investisseurs qui ont effectué le déplacement venus de 103 pays. Voilà, c'est vraiment énorme. Et avec un taux de participation qui s'élève à 84%. C'est énorme pour la Côte d'Ivoire et c'est prometteur pour notre pays. D'accord. En tout cas, une très bonne nouvelle, Diop. Nous sommes très, très heureux. On en a déjà parlé il y a 3 ou 4 mois sur ce plateau, où on a dit qu'il fallait vraiment faire des forums d'investissement et même encourager les jeunes Africains de la diaspora aussi à venir participer à ces forums-là. Le problème, c'est que souvent, on a dit ici que les jeunes Africains de la diaspora, par exemple, ils ne savaient pas où investir et comment investir. Donc, ils étaient obligés d'investir dans des bâtiments, dans le transport, qui sont des activités à revenus directs. Donc, je pense que ce genre de plateforme, c'est une opportunité quand même pour développer des nations. Et je pense que toute l'Afrique doit s'y mettre. Vraiment, merci pour ce gros cadeau. En tout cas, aujourd'hui, tous les points soulevés par Patrick vont faire le tour de la table. Seydina, pour le forum. Bien, c'est une bonne initiative. Mais ce que je souhaiterais que la prochaine fois, la prochaine édition, il faut qu'on puisse mettre un accent particulier sur la culture. Parce que j'ai vu beaucoup de stands, mais je ne savais pas, je sais pas, peut-être que ce qu'il dit n'est pas forcément fondé, mais je n'ai pas vu de stand qui parle de la culture en tant que tel. Parce que le développement de l'Afrique, le développement de nos pays ne peut pas se faire sans la culture. On n'ira jamais à l'émergence tant que notre culture n'a pas émergé. Parce que vous voyez, dans le monde entier, tous les pays développés ont une culture développée. Aucun pays développé a une culture sous-développée. Donc, le développement part à partir de la culture, l'économie part à partir de la culture, le transport part à partir de la culture, l'éducation part à partir de la culture, la formation, tout part à partir de la culture. C'est ce que je dis ici. Il faut qu'il y ait une institution forte qui n'est pas le ministère de la Culture, parce que le ministère de la Culture doit être une institution. Juste après la présidence, il y a le ministère de la Culture, et puis bon, les autres ministères viennent. Donc, je pense que dans ce forum, ce qui a pour moi manqué, je n'ai pas vu trop le côté culturel
je n'ai pas vu trop l'accent mis sur le côté culturel. C'est Et votre pourtant, opinion. ça, c'est mon opinion et j'assume. Sédina, Voilà. le ministre, je voulais dire que tu as été entendu parce que à l'ouverture culturelle nationale, le ministre a dit que la culture est au centre de l'émergence. Donc, les nouvelles directives Aucun du développement ne peut se faire ministère en dehors de la culture. C'est va pas dans possible. ce sens. Ouais, Je c'est pense pas possible. qu'ils ont entendu le message. Justement. Inch'Allah. Voilà, on referme ainsi la première partie de notre magazine. Les brèves ont concerné la disparition de Boabré, le philosophe ivoirien, et aussi d'Otized, qui a un élan social, en tout cas depuis plusieurs années, et les résultats sont là. Et le forum Investir en Côte d'Ivoire, l'édition 2014, qui vient d'être revu par nos chroniqueurs et aussi Patrick, qui a donné quelques chiffres par rapport à ce forum. On se revoit tout de suite. Pas sur la culture même. L'institution est là. J'espère que ce n'est pas du direct. Voilà, retour sur ce plateau. Vous nous excuserez par rapport à ces fluctuations côté son. Bon, d'ici la fin du magazine, certainement, on aura trouvé solution à ce problème technique. Ismaël Diop, vous serez le premier, comme à chaque best-of, vous êtes le premier à être mis dans la balance. Vos réactions par rapport au premier sujet concernant l'égalité homme-femme sur le continent africain. La question, c'était égalité homme-femme. Est-ce que l'Afrique est prête? Voici ce que vous avez dit concernant le sujet. Sur le plan biologique, on sait qu'il y a des différences. Le combat des associations de femmes, ils n'ont jamais dit que biologiquement, on va changer les choses. Et puis, c'est vrai aussi qu'avec le temps, les hommes aussi gardent leur pouvoir qui a été donné par certaines pratiques. Quand il dit que la femme vient de la côte d'un homme, mais en même temps, on oublie que l'homme est né d'une femme. Donc, c'est cette philosophie de vie pour dire que les hommes peuvent être au-dessus des femmes et les hommes sont permis de tout faire. En retour, Dieu a répondu à ça, en réalité, en faisant naître tous les hommes d'une femme. Donc, ça, on met ça de côté. On parle de quand même, quand on veut parler d'égalité, carrément, on parle de tout ce qu'un homme fait, est-ce qu'une femme peut aussi faire. Donc, on dit que nous, les Africains, nous sommes prêts à ça parce que dans notre manière de vie, dans l'organisation de notre vie sociale, ça a existé. Maintenant, on est dans au 21e siècle, on a adopté la philosophie constitutionnelle de certains peuples qui aujourd'hui se sont rendus compte qu'ils ont mis la femme au second plan. Donc, ils sont en train de mener un combat pour remettre la femme au premier plan. Je pense que ce qui effraie plus les gens, c'est le libertinage européen. Parce que chez nous, il y a des choses qu'on ne peut pas concevoir. Par exemple, ta femme te fait un procès parce qu'elle a besoin de partager certaines choses avec toi. Donc, plein de choses qui se passent en Europe aujourd'hui qui effraient les Africains lorsqu'on parle d'émancipation de la femme. Sinon, ce n'est pas aussi grave que ça. Quand le monsieur il dit que l'homme est le chef supérieur. Le chef supérieur de la femme, c'est un peu abusé parce que dans la conception africaine, l'homme est le père de son épouse. Il est son grand frère. On n'utilise pas le terme chef en tant qu'autorité. On utilise un terme un peu plus approprié qui est le code le truc de la famille. Oui, c'est comme la femme est la mère de l'époux et sa sœur en même temps. Pourquoi les reines africaines n'ont pas donné la place à leur époux? Elles méritaient ce poste-là, elles ont été là. Voilà. Donc, je pense que c'est comme Seydina le dit. Voilà. C'est comme quand tout le monde se plaint qu'il n'y a pas de femmes ministres, il n'y a pas assez de femmes ministres en Afrique. Mais en réalité, dans la campagne, il faut reconnaître qu'être ministre, déjà, c'est un poste politique. Voilà.
La vérité de Ismaël Diop, c'était le premier numéro du mois de janvier et quelques chiffres concernant le taux d'achèvement de l'école primaire par fille. En Afrique subsaharienne, vous avez 66% de filles qui finissent l'école primaire. En Amérique latine et aux Caraïbes, 103%. C'est plus élevé là-bas. En Asie du Sud, 87%. Et dans les autres petits États, ça donne 77%. Vous n'étiez pas là, Dotized, vous avez entendu beaucoup de choses. Notre question, on va vous la reposer. Parité homme-femme, est-ce que le continent africain est prêt à l'assumer? Oh, je ne crois pas. Vous ne croyez pas? Non. Pessimiste? Oui, un peu, parce que ici, les femmes ne font pas beaucoup d'efforts. Ah, d'accord. Voilà, c'est parce que moi, sincèrement, tout à l'heure, j'ai écouté mon jeune frère. Diop. Oui, les femmes ne font pas beaucoup d'efforts, elles comptent beaucoup sur les hommes. Encore, il y a des femmes qui attendent que l'homme donne de l'argent pour aller au marché. Et partant de là, déjà, c'est un peu difficile. Et aujourd'hui, vous voyez un peu dans la rue, dans nos vies, toutes les filles, il y a des filles qui ont 3-4 mecs, tout juste pour de l'argent. Alors, qu'est-ce que vous parlez de parité là? Parce que l'homme aura toujours le dessus. Il faut qu'une fois, les femmes arrivent à s'assumer. Hier, par exemple, en anecdote, toujours, j'observe beaucoup. Hein, vous savez, mon métier d'artiste me permet d'écouter un peu. Il y a une dame qui est venue me voir à une heure assez tardive, intellectuelle de son état. Elle m'a dit, quand je lui ai dit que je vendais des allocaux, j'avais des points d'allocaux, et puis elle dit, ah bon, mais ça c'est bon à savoir ça. Toi, tu as quitté là-bas pour venir nous dire qu'il faut faire des allocaux. Parce que je vends des allocaux pour compléter, par exemple, les petits budgets, les trucs comme ça. Parce que je ne me vois pas en train de compter, de matin, demander à mon mari ou bien à quelqu'un, donne-moi des sous. Il y a des femmes qui ne veulent pas faire ce genre de choses. Il y a des jeunes filles qui ne veulent pas vendre de la loco. Donc, il ne s'agit pas d'une action des hommes visant à maintenir la femme dans un second rôle, mais il faut que la faute est chez la femme. Oui, moi je trouve que beaucoup de femmes ici sont encore dans la paresse et rêvent toujours d'avoir le prince charmant qui doit tout donner. Non, aujourd'hui, une femme, quand ton mari sort avec toi, il faut être capable de payer, par exemple, le taxi, si vous allez en taxi. Arrivé au restaurant, tu payes ta facture, je paye ma facture. Ou alors, chérie, est-ce que je peux t'offrir un pot, etc. C'est très rare ici, on ne voit pas ça. C'est facile à dire, est-ce que c'est facile à pratiquer? Ah, mais ça, c'est ce que je dis. C'est pour ça que je dis, elles ne sont pas prêtes. Moi, je remarque ça tout le temps. Hein, souvent, moi, on me reproche quand je sors avec des gens, je paye. On dit oui, parce qu'elle a de l'argent. Non, je n'ai pas d'argent, mais je me dis, pour pouvoir être au même niveau que la personne, je paye. Et c'est l'homme devant qui dit non, c'est moi qui paye. Donc, en fait, je veux dire qu'il y a encore du chemin à faire. C'est des petites choses comme ça. Hein. Non, la femme ici, les hommes veulent bien. Hein. La pauvre, aujourd'hui, un homme, il ne sort pas avec toi comme ça si tu ne fous rien. Beaucoup de gens qui regardent ça, hein. Mon frère, tu vas aller prendre une femme qui va te demander 1000 francs chaque matin, tu vas dire, mais dis donc, quoique, il y a des gigolos aussi en ce moment. D'accord, Dotized est avec nous. Madame, Monsieur, vous pouvez intervenir sur le sujet de votre choix. On va donc les libeller. Égalité homme-femme en Afrique, est-ce que le continent est prêt à l'assumer? Le second point d'intervention sera la préservation du patrimoine culturel africain. Et le dernier point concerne le trafic illicite des objets d'art africains. Voilà, vous avez le choix. Lorsque vous allez appeler, votre intervention peut se situer d'un côté ou d'un autre côté. La suite avec Diop toujours. Comment préserver le patrimoine culturel africain? Il faut savoir que les structures qui gèrent le patrimoine, moi, ça commence à me faire mal parce que le patrimoine UNESCO, Tombouctou est patrimoine UNESCO il y a des années, mais aujourd'hui à Tombouctou, il y a encore 3000 archives qui parlent de mathématiques, qui parlent d'astrologie, qui parlent de littérature, qui n'ont pas été décryptées. Pourquoi? Pourtant, la bibliothèque de Tombouctou est classée patrimoine UNESCO il y a des années. Et pourquoi nous aussi, en tant que... on a des grands experts, des grands chercheurs,
pourquoi on attend forcément l'UNESCO pour aller décrypter ces archives-là? On est encore en retard parce que depuis le 6e siècle, ces archives-là existent. Les grands savants africains ont laissé des traces. Il y a un gros patrimoine là. On classe cet endroit patrimoine UNESCO. Après, ça s'arrête là. C'est que de noms. Et il y a encore 3800 archives qui parlent de sciences qui n'ont pas encore été décryptées. Moi, je pense que chaque région doit avoir son musée du patrimoine. Et quand une famille, je pense qu'on peut proposer à des familles qui ont encore des objets de valeur ou bien des trucs de valeur, je pense que ce musée-là pourra mieux conserver et plus protéger ce patrimoine-là. Aujourd'hui, quand tu prends la région de Mans, elle est riche en termes de patrimoine culturel. Elle est vraiment une diversité pas possible. Mais au bout de 50 ans, au bout de 100 ans, ces masques-là, par exemple, souvent disparaissent. Peut-être c'est les enfants de propriétaires de masques ou des enfants du village ou des personnes vicieuses qui essaient de voler. Mais si c'était dans un musée bien sécurisé, je pense que ça va perdurer dans le temps. Dire qu'on n'a pas la technique de conservation, ce n'est pas vrai. Les momies ont été conservées jusqu'à aujourd'hui. Mais tout près de nous, est-ce que les musées de Côte d'Ivoire, par exemple, sont en bon état? Si on crée des musées, on va se donner les moyens pour conserver.